Merci, Madame. Monsieur Abdeljalil Lajamri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Maroc, laissez-moi tout d'abord vous présenter mes félicitations pour votre récente nomination à ce poste prestigieux et capital dans la vie culturelle et scientifique du Maroc moderne. Votre curriculum vitae, qui s'apparente à un palmarès, vos qualités humaines et votre abnégation justifient et expliquent le choix auquel Sa Majesté Mohamed VI a procédé en vous nommant. Permettez-moi de vous demander humblement et respectueusement de bien vouloir également transmettre à Sa Majesté, protecteur de l'Académie, par les voies que commandent les usages et l'étiquette du royaume, les hommages de ma très haute considération et de ma déférence. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Madame la directrice des séances, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire combien je me sens honoré de m'adresser à votre auguste compagnie dont la réputation dépasse les frontières du royaume et les limites de notre continent. Parmi vous, je reconnais plusieurs noms prestigieux de l'élite marocaine, ainsi que d'autres du continent africain ou tout simplement du monde, ce qui souligne votre volonté de féconder votre réflexion et vos travaux en faisant appel à l'excellence par-delà vos frontières. Tous les grands renouveaux culturels, scientifiques, artistiques sont toujours nés du mariage d'une activité créatrice endogène avec des souffles venus d'ailleurs. Je pense à mon frère, à mon aîné, Amadou Matarmbo, premier directeur général africain de l'UNESCO de 1974 à 1987, que je suis heureux de retrouver sous votre coupole. Je sens aussi flotter dans cette enceinte les esprits inspirateurs de nos regrettés Léopold Sédar Senghor, qu'il n'est pas besoin de présenter, et de Maurice Druon, auteur de ce chant du partisan que l'actualité française a fait entonner ces jours-ci comme un hymne de volonté, de force, de résistance, d'espoir, une réponse énergique et ferme à la folie destructrice et insensée. Toute cette communion de pensées élevées, inspirantes, me rend conscient de l'honneur qui m'est fait en m'autorisant à m'adresser avant vous et en même temps m'impressionne. J'ai choisi, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Madame la directrice des séances, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les participants, de traiter tout simplement le sujet inscrit au fronton des présentes assises, l'Afrique comme horizon de pensée. Je veux m'en tenir à lui, car dans son libellé, il est explicite, il est ouvert, il est approprié à notre passé commun, aussi bien qu'à notre actualité, il est ouvert sur demain. Il est tout simplement beau dans son dépouillement, son classicisme et sa modernité. Je ne suis ni un chercheur,
ni un penseur, mais un écrivain. Je n'ai pas de résultats de travaux à vous livrer. Je suis toutefois un écrivain qui a bénéficié de venir au monde à une époque charnière où dépérissait un passé révolu et où apparaissaient les premières lueurs d'un renouveau exaltant en même temps que l'entrée dans un monde inconnu. J'ai connu le colonialisme, le régime de l'indigénat. Je les ai vécus dans ma chair et j'ai eu l'insigne bonheur de vivre le passage de mon pays dans une contrée plus inconnue que nous le pensions, l'indépendance. L'accession de notre continent aux premières lueurs de l'indépendance est peut-être au bout du compte la plus grande révolution intellectuelle, culturelle, émotionnelle dans les systèmes de valeurs impulsés puis subis par nos peuples. Le romancier nigérian chinois Achebe a décrit l'arrivée des Européens en Afrique comme l'effondrement d'un monde. C'est le titre d'un de ses ouvrages. Peut-être que nos indépendances ont été aussi, d'une certaine manière, un autre effondrement, celui d'un système révolu, sans que nous sachions bien, sans que nous soyons bien préparés à rebâtir le nouveau monde. J'ai, d'une certaine façon, joui de la chance insigne de goûter aux fruits de l'arbre né de la semence de la génération précédente. Je m'exprimerai donc avec la légèreté du baladin, tempérée par une expérience de gestion de la construction nationale, sans y avoir été préparé, sans autre qualité que d'avoir appartenu à la première génération de cadres parés d'une formation supérieure. Nos populations nous considéraient comme des enfants sauveurs, des messies, alors que c'était elles. Et nous n'avions pas la modestie d'avouer notre inexpérience, quelquefois notre ignorance. En même temps, il n'y avait pas d'autre voie. L'apprentissage de la liberté ne se fait pas dans les fers. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, madame la directrice des séances, après une rapide réflexion sur l'origine du nom de notre continent, je décrirai le rêve et le besoin d'Afrique venu d'outre-océan par des enfants de la diaspora, avant de faire quelques réflexions sur la création d'une culture, ou plutôt des cultures africaines. La suite de mon propos vous éclairera sur ce pluriel que d'aucuns pourraient trouver insolite. Avant de constituer un continent aux contours bien définis, l'Afrique a été un concept forgé hors d'Afrique. Les limites de l'Africa Romana, qui avec Carthage constituait un enjeu géopolitique avant la lettre, qui troublait le sommeil des sénateurs romains, n'avaient rien à voir avec l'immense territoire de 30 220 000 km² qui aujourd'hui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Selon certains chercheurs, l'actuel continent africain devrait son nom à la tribu d'Afridi, qui dans l'Antiquité habitait dans la région de Carthage. Les Romains commencèrent à utiliser le terme Afrique pour désigner toute la zone qui est maintenant connue sous le nom de Tunisie. Selon d'autres chercheurs, le mot Afrique provient de la tribu des Banu Ifren,
une tribu amazigh, dont l'ancêtre serait Ifren, appelé aussi Iforen, Iforaces ou Aferme, terme désignant également grotte ou caverne en langue berbère selon Ibn Khaldoun. D'autres encore désignent les Banu Ifren comme étant les habitants de l'ancienne Ifriqiya, qui désignait jadis en arabe l'actuelle Tunisie, et que le nom d'Afrique découle donc de la nomination de la tribu des Banu Ifren. Les étymologies antérieures au XXe siècle ne sont plus aujourd'hui que des curiosités historiques. Isidore de Séville tirait ce nom du latin aprica, ensoleillé, et Léon l'Africain invoquait un mot grec fictif, afriqué, sans froid. Longtemps, le terme d'Afrique n'a servi qu'à désigner l'Afrique du Nord à dominante arabo-berbère. Le Sud, à majorité noire, était appelé Éthiopie. Ainsi, dans le livre 5 de son Histoire naturelle, Pline l'Ancien mentionne le fleuve Niger, qu'il nomme Nigris, comme délimitation. Le fleuve Nigris, dit-il, sépare l'Afrique de l'Éthiopie. Et il mentionne également les nations éthiopiennes qui vivent à ses abords. C'est à une période récente que les originaires du continent se sont désignés eux-mêmes par le terme d'Africains. Le fameux chant des Africains que le film indigène a récemment remis à la mode est en fait un chant des colons qui, comme le précise un de ses vers, reviennent de loin pour défendre le pays. Quel pays? Pas l'Afrique, mais la métropole, la France. Ce fut même le chant des pieds noirs, voire de l'OAS, dont son rêve insensé de maintenir l'Algérie française. C'est à la fin de la première moitié du XXe siècle que ceux que la classification administrative des colonies françaises appelées indigènes revendiquèrent le titre d'Africain, un euphémisme pour récuser le terme de nègre, même de noir, jugé insultant. C'est à la même époque que l'Afrique a été pensée, quelquefois rêvée, par un certain nombre de dirigeants politiques africains. Je pense notamment à Kwame Nkrumah. Mais il n'est pas possible de faire référence à la pensée du premier président du Ghana indépendant sans évoquer celle de celui qui fut le plus influent de ses mentors, le Trinidadien George Padmore. Peut-être certains historiens plutôt font remonter plus loin les origines du panafricanisme. Précisément, disent-ils, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où à la faveur de la diffusion des philosophies des Lumières se développe un vaste mouvement de contestation politique et de promotion du principe des droits de l'homme associé au romantisme ambiant et au principe du droit à la libre disposition des peuples. Panslavisme, panaméricanisme, pangermanisme, sionisme, panislamisme, panarabisme, panafricanisme. Mais si le panafricanisme s'inscrit dans un vaste courant mondial, il a d'abord des origines américaines. C'est en effet sur le continent américain, tant au nord qu'au sud, et dans les Caraïbes, que des Africains, arrachés à leur terre natale par la traite négrière, vont subir le joug de l'esclavage dans les plantations de coton et de canne à sucre. Commencée au XVIIIe siècle, la critique de ce système d'exploitation
soutenu par de nombreuses révoltes serviles, allait aboutir au milieu du XIXe siècle à la suppression du commerce négrier, puis à l'abolition de l'esclavage. Mais il y avait loin des abolitions juridiques à la réalité quotidienne de la vie de ces Africains de la diaspora. Ils continuaient à vivre l'enfer des inégalités et de la discrimination raciale. S'ils n'étaient plus esclaves, ils n'étaient pas encore citoyens. Pour ces Africains discriminés, deux voies s'offraient. Le retour au pays des ancêtres ou le déclenchement de luttes révolutionnaires tantôt pacifiques, tantôt violentes pour changer les sociétés américaines. Parmi ceux qui choisissent de ne pas émigrer, mais de rester en Amérique, deux noms méritent d'être cités. Booker T. Washington et le docteur William B. Du Bois. Les partisans du retour en Afrique partirent surtout d'Amérique du Nord, des Caraïbes et du Brésil. Ainsi, des Noirs affranchis regagnèrent-ils l'Afrique occidentale pour fonder des colonies d'esclaves libérés, principalement au Sierra Leone et au Libéria. On observe le même phénomène avec des affranchis brésiliens et cubains qui s'installent dans les zones côtières du golfe de Guinée, au Gold Coast, au Togo, au Dahomey, aujourd'hui Bénin, au Nigeria. Ce mouvement a déversé dans ces pays des hommes aux compétences techniques variées qui ont constitué des îlots de modernité au sein des sociétés africaines traditionnelles qui les ont au demeurant adoptées. Retournés au pays, ces éléments continueront de maintenir des liens avec ceux restés en Amérique et dans les Caraïbes. Ainsi est organisée aux États-Unis en 1912 une conférence internationale sur les Noirs à laquelle participent des délégués venus d'Afrique, dont l'éminent intellectuel du Gold Coast, Casely Hayford, et au cours de laquelle on insiste sur l'importance des échanges de techniques et de ressources entre Noirs africains et Américains. Au cours de ces rencontres, l'idéologie panafricaine va s'élaborer, se structurer et s'approfondir. Parmi les militants de cette cause, une figure émerge, celle du Trinidadien Malcolm Ivan Meredith Nurse. Au cours de son séjour aux États-Unis, il adhère en 1927 au Parti communiste américain et prend le nom de George Padmore afin que ses activités militantes n'exposent pas sa famille à la répression. C'est ce nom que l'histoire a retenu, George Padmore. Il s'établira un moment à Moscou, mais rompra très vite avec le communisme lorsque Staline ordonne aux membres de la Troisième Internationale de former partout des fronts et des alliances antifascistes afin d'accorder à la lutte contre le nazisme la priorité sur les autres, à savoir la lutte des classes et les luttes anticoloniales. Profondément déçu par la politique de compromis du Comintern, dont la lutte des peuples colonisés faisait les frais, George Padmore se rébelle contre la ligne du parti et en sera exclu. Après avoir tenté de s'installer en France, où il comptait de nombreux amis, comme Garang Kouyaté, il pose ses pénates à Londres. C'est là qu'il renoue contact avec William B. Du Bois et son ami d'enfance Cyril Lionel James, ainsi qu'avec le Guyanais Ras Makonnen. Ce dernier était un homme très riche, possesseur de nombreux biens à Manchester. On comprend dès lors pourquoi Manchester abritera en 1945
le 5e congrès panafricain. Padmore se place ainsi au centre d'un vaste réseau d'écrivains, de journalistes et de militants qui s'étaient engagés à défendre par la plume et la parole la cause de la libération des colonies. Dans ce climat bouillonnent les idées et s'affine le concept de panafricanisme. À ce cercle s'agrègent des étudiants, parmi eux Jomo Kenyatta, qui deviendra le premier président du Kenya, le Trinidadien Eric Williams, étudiant à Oxford, qui deviendra un historien prestigieux dont l'ouvrage Les Jacobins noirs, qui relate l'épopée de la lutte de libération haïtienne, demeure aujourd'hui une référence. Dans ce groupe se fait remarquer Francis Nkrumah de Gold Coast, un Africain venu des États-Unis pour étudier le droit à l'Université de Londres, qui allait devenir non plus Francis, mais Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et le champion incontesté du panafricanisme pendant les années 1960. En octobre 1945, Padmore sera l'organisateur à Manchester du 5e congrès panafricain. Le contexte quasi révolutionnaire de l'après-guerre, caractérisé en Europe par la poussée des forces populaires issues de la résistance au nazisme et dans les colonies par les aspirations à la liberté, à l'égalité raciale, à la lutte contre l'indigénat, liées au retour des anciens combattants, constituait un climat favorable à l'émergence d'un panafricanisme idéologiquement plus structuré et politiquement orienté vers l'action. Le congrès de Manchester rassembla plus de 200 délégués, dont une grande proportion d'Africains. Étaient présents Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Hastings Banda, premier président du Malawi, Obafemi Awolowo et Jaja Washker, prestigieux dirigeant du Nigeria. Padmore attribua une valeur particulière à ce congrès, dans la mesure où il renvoyait dos à dos les deux systèmes qui constituaient la pomme de discorde de la guerre froide, le capitalisme et le communisme, et mettait en valeur le socialisme panafricain comme clé du développement de l'Afrique. Le 6 mars 1957, la Gold Coast accède à l'indépendance sous le leadership de Kwame Nkrumah. George Padmore, convié aux festivités, est retenu par son ancien disciple qui le nomme conseiller aux affaires africaines. Fort de cette confiance, George Padmore organise dans le sillage des congrès de Manchester la 7e conférence panafricaine des peuples qui se tient cette fois-ci en Afrique à Accra en décembre 1958. Présidée par le Kenyan Tomboya, elle reprend dans ses résolutions les grandes lignes des décisions du 5e congrès panafricain de Manchester. Padmore meurt prématurément en septembre 1959, laissant à Kwame Nkrumah la charge de conduire la libération et l'unification de l'Afrique, ainsi que la construction du Ghana comme État pilote du panafricanisme. Le rappel de la diffusion de la pensée panafricaine ne saurait être complète si l'on ne mentionnait pas le rôle joué par deux organisations également implantées hors du continent, mais composées de jeunes Africains de passage en Europe. Ce sont les deux syndicats étudiants des années 50 et 60. D'une part, la WASU, West African Student Union, et d'autre part, la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont Amadou Matambo fut l'un des premiers présidents. L'une et l'autre prônaient l'idée de l'indépendance du continent,
mais dans l'unité. Après la disparition de George Panmure, Kwame Nkrumah poursuivit avec passion la politique panafricaine selon les deux axes principaux qui avaient été tracés dès son accession au pouvoir: l'Union des États indépendants d'Afrique et la Conférence des peuples africains. Le premier axe devait conduire à la construction des États-Unis d'Afrique et le second à la mobilisation des peuples en vue de la libération totale du continent. D'une part, la vigueur des aspirations nationalistes en Afrique. D'autre part, le réalisme politique des puissances coloniales contribuèrent au cours des années 60 au démantèlement des empires coloniaux britanniques, belges et français en Afrique occidentale et centrale. Des 8 États indépendants qui s'étaient réunis en avril 1958 à Accra, on passa à 26 États en 1960 et à 33 en 1964. De toute évidence, la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie en 1962 donna un coup de fouet décisif au mouvement de libération du continent africain dans son ensemble, notamment des colonies portugaises, en servant d'exemple aux organisations nationalistes naissantes et en facilitant le dialogue entre les nouveaux États africains en vue d'une meilleure politique d'unification du continent. Si l'accélération du processus des indépendances correspondait à l'un des volets du diptyque qui formait la vision panafricaine de Patmore, la division des États indépendants entre progressistes du groupe de Casablanca et conservateurs du groupe de Monrovia entrava la marche vers l'objectif de l'unification continentale, deuxième volet de ce diptyque. Mais les vertus de la diplomatie moderne, la sagesse traditionnelle et les qualités oratoires de quelques grands leaders charismatiques, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Ahmed Ben Bella et Gamal Abdel Nasser, parvinrent à transformer les clivages. Et le 25 mai 1963, 30 chefs d'État et de gouvernement signèrent à Addis Abeba la charte portant création de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans les faits, malgré quelques difficultés à mobiliser les ressources nécessaires à l'action du Comité de libération, l'OUA apporta une aide multiforme au mouvement de libération. En revanche, s'agissant de l'unification du continent, second volet du panafricanisme, elle reste encore à faire. Les États nouvellement indépendants étaient plus soucieux de consolider leur unité nationale et de renforcer les nouvelles structures mises en place à cet effet. Entre la réalisation d'une unification continentale immédiate et totale, dont Kwame Nkrumah fut longtemps le porte-parole passionné, et la consolidation d'une souveraineté fraîchement acquise, on opta pour une voie de compromis: l'intégration régionale, un concept entendu comme la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination des États d'une même région géographique. Il permettait de concilier l'attachement à la souveraineté nationale et la nécessité d'une union des États africains en donnant à celle-ci la forme d'un processus. En tout état de cause, l'OUA souffrait d'une lacune: l'absence en son sein d'un des États créateurs de l'organisation qui, de surcroît, joua dès le début un rôle capital dans l'aide au mouvement de libération, le Royaume du Maroc. J'ai présent à l'esprit les paroles reconnaissantes qu'utilisaient les Angolais Mario de Andrade, Agostinho Neto, les Mozambicains Marcelino dos Santos et Samora Machel pour évoquer les premières années de leur lutte. C'est au Maroc qu'ils commencèrent leur entraînement
de Freedom Fighters, pour employer un terme qui faisait alors Flores. Et comment oublier le rôle joué par Sa Majesté Hassan II lorsqu'au sommet de l'OUA en 1972, ici à Rabat, il donne un nouvel élan au comité de libération de l'organisation en le dotant d'une mise de fonds substantielle. La mutation de l'OUA en Union africaine en 2002 a représenté le désir de certains États membres d'accélérer le processus d'intégration au niveau continental. Mais une question se pose. L'unité africaine se créera-t-elle par le haut ou bien ne sera-t-elle pas plus crédible et durable si elle se faisait par la base? En d'autres termes, est-il possible de créer l'unité des États africains sans au préalable promouvoir l'unité des peuples? De surcroît, à l'expérience, il se révélait que les différentes régions d'Afrique n'avaient l'une de l'autre que des connaissances superficielles et bien souvent candides. Elles avaient sous-estimé le poids culturel légué par les anciennes puissances coloniales. Permettez-moi un autre exemple personnel. À l'UNESCO, sur les questions du droit d'auteur, les lignes de démarcation n'étaient plus entre le groupe africain et d'autres régions, mais entre les pays de formation latine, dont des Africains, et ceux de formation anglo-saxonne, dont des Africains. À l'heure des grands ensembles, l'Afrique est aujourd'hui absente des grandes consultations mondiales. Elle est absente du Conseil de sécurité en qualité de membre permanent. Si 2 pays africains et l'Union africaine sont conviés aux sessions du G20, c'est avec un statut d'observateur, sans pouvoir réel ni mandat du reste du continent. L'Afrique ne pèsera vraiment dans les instances internationales, dans les débats sur les questions globales, que dans la mesure où, par son poids démographique, commercial et économique, elle constituera un ensemble géographique incontournable. Il est donc dans l'intérêt des États africains de se dépasser et de programmer une intégration, sinon continentale, du moins régionale au pluriel, pour une échéance raisonnable. Comment y parvenir? J'imagine que chaque pays, chaque État et de nombreux leaders ont sur la question leur propre vision sur le chemin à emprunter. En tout état de cause, une instance de concertation devrait s'imposer. Des programmes ainsi que des actions ont déjà commencé sur les plans des infrastructures, sur les plans économiques et commerciaux. En dehors des regroupements régionaux divers de caractère étatique, on assiste à des avancées hors des États dans les domaines bancaires, dans les transports et dans une mesure non négligeable dans le domaine de l'informel. Pour des raisons évidentes, je ne m'aventurerai pas à faire l'état des lieux dans tous ces secteurs et il en sera question dans les jours qui viennent. Je me limiterai à un seul, celui de la culture, celui que je connais le moins mal. Il est généralement considéré, à tort, soit comme un sous-produit de l'économie et de la politique, et apparaît dans beaucoup de programmes en bout de chaîne, ou pour le dire d'une manière triviale, comme la cerise sur le gâteau. Or, comme le remarquait Romain Gary dans Pour Sganarelle, je cite, « C'est la culture qui crée une unité de conscience, d'où sort toujours une unité d'action. » Fin de citation. On prête au demeurant à Jean Monnet, l'un des principaux fondateurs de l'Union européenne, cette réflexion où perce une pointe de remords que si cela avait été à refaire, il aurait commencé par une union culturelle.
Mais qu'est-ce que la culture? Dans une étude datant de près de 40 années, l'UNESCO recensait plus d'une centaine de définitions, dont celle bien connue d'André Mauroy. La culture, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié. En d'autres termes, la part d'éducation, d'apprentissage, d'expérience qui constitue notre idiosyncrasie. Sans rejeter cette définition, j'en préfère une autre, que j'emprunte à l'un de mes grands frères, l'un de mes mentors, sous la direction de qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler dans cette même UNESCO, M. Amadou Matarmbo, membre de votre auguste compagnie. Qu'il me pardonne de forcer sa modestie en le mentionnant plusieurs fois dans cette présentation et surtout de ne pas le citer avec la fidélité du mot à mot. Je suis cependant, mon cher Matar, de ne pas travestir ta pensée en la formulant comme il suit. Citation: la culture, c'est cette étamine qui, filtrant tout l'acquis d'un individu, d'une communauté ou d'une société, amène celui-ci ou celle-ci à apprécier un autre individu, une autre communauté, une autre société, en un mot, l'autre, et à s'apprécier soi-même. En d'autres termes, ma culture est mon regard sur les autres et sur moi-même. C'est ma culture qui détermine mes préjugés et ou mon ouverture à l'autre. L'Afrique, comme horizon de pensée, suppose que l'Africain baigne dans un climat intellectuel, émotionnel, spirituel, dont les référents doivent être africains. Il serait réducteur de parler de culture africaine au singulier. Il y a des Afriques différentes dans leur dimension historique, aussi bien que géographique et bien sûr culturelle. À ce stade, on ne peut passer sous silence les travaux de l'historien, anthropologue et égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop. S'appuyant sur Hérodote, Aristote, Strabon et Diodore de Sicile, Cheikh Anta Diop affirme que les Égyptiens anciens avaient, phrase que le président Senghor reprenait souvent, la peau noire et les cheveux crépus. S'appuyant d'autre part sur des tests de mélanine, sur la linguistique, sur la culture spirituelle, sur la sociologie, sur la culture matérielle, il parvient à la conclusion que l'Afrique noire et l'Égypte ancienne sont issus d'un berceau commun. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans le détail des développements de Cheikh Anta Diop, ni de m'étendre sur la polémique qui s'est ensuivie. Le mérite incontestable de Cheikh Anta Diop est d'avoir libéré l'égyptologie de sa vision européocentriste. Pour le reste, certaines de ses conclusions apparaissent aujourd'hui hâtives et font l'objet non pas de polémiques mais de controverses scientifiques. Le trait le plus marquant des cultures africaines est leur diversité, non pas simplement entre d'une part les cultures du Maghreb et du Machrek et d'autre part les cultures négro-africaines, mais à l'intérieur de chacune de ces grandes zones culturelles. Il convient aujourd'hui d'éviter que la volonté politique fasse entrer la réalité anthropologique et sociologique dans un lit de Procuste. L'unité africaine est certes un projet politique, mais dont l'architecture doit être conçue et construite en utilisant les travaux des chercheurs de plusieurs disciplines des sciences humaines et des forces vives non étatiques. L'unité africaine doit être un projet politique, pas un carcan idéologique. La question qui se pose est comment former les nouvelles générations à penser l'Afrique dans une perception endogène et non plus dans une vision biaisée à travers le prisme d'une culture
culture exogène. La réponse est unique, par une école africaine. Une école dont la substance enseignée serait débarrassée des perceptions européennes centristes. Mais l'école n'est pas la seule à éduquer l'enfant de l'homme et de la femme. Son milieu familial, avec ses traditions, ses coutumes, ses valeurs, ses amis, les rencontres et aujourd'hui également avec les outils de l'informatique et du numérique qu'ils bouleversent totalement nos anciens repères culturels. Il s'agit d'abord de valoriser le patrimoine culturel africain, notamment par l'étude de l'histoire et en accordant la place qu'elle mérite aux humanités. Le temps n'est plus où l'on pourrait douter de l'importance quantitative des données capables de former un corpus africain pour l'enseignement d'humanité. L'histoire générale de l'Afrique, réalisée sous l'égide de l'UNESCO et à laquelle ont participé des historiens africains et des chercheurs des autres zones de la planète, constitue un travail dont l'autorité est reconnue et fournit une matière suffisante pour fournir les éléments susceptibles de nourrir des programmes à tous les niveaux de nos systèmes éducatifs. À cet ouvrage de référence s'ajoutent des travaux de plus en plus nombreux réalisés par des spécialistes des diverses périodes et diverses aires géographiques du continent. Dans le domaine artistique, la matière est aussi foisonnante. Songeons que dès le début du XXe siècle, les arts premiers africains ont provoqué une véritable révolution dans la perception et l'expression de la peinture française et européenne. Picasso, Cézanne, Braque, Derain, Vlaminck, le mouvement surréaliste et le fauvisme ont dit leur dette à l'égard de l'art nègre. On n'a pas encore tout dit non plus de l'influence de la musique et de la danse africaine dans le renouvellement de ces deux disciplines dans les cultures européennes, américaines et asiatiques. Il suffit de pénétrer dans une discothèque de Paris, de Vienne, de Stockholm ou de Tokyo pour constater que les jeunes gens n'y dansent plus comme leurs grands-parents et leurs ancêtres, le menuet ou la valse, et sont loin de la calme et lente chorégraphie asiatique. Secoués et emportés par des rythmes qui sont plus proches de nos orchestres traditionnels que des mélodies des valses viennoises, ils frappent dans leurs mains, ils se déhanchent, ils dament le sol de leurs pieds comme hier les populations de mon village. Ces quelques exemples sont de nature à nous conforter dans la conviction que la matière existe aujourd'hui pour des programmes, j'insiste, d'humanité africaine qui changeraient la perception du monde des générations à venir. Il s'agit aussi de promouvoir une meilleure appréciation mutuelle et réciproque des différentes cultures du continent, tout en veillant à ce que notre diversité ne soit pas perçue comme source de clivage, mais comme source d'enrichissement réciproque. Le dialogue pour une meilleure appréciation réciproque entre les cultures au nord du Sahara et au sud du Sahara n'est qu'à son balbutiement, et je pense qu'une séance comme celle de ces quelques jours sera une contribution pour développer ce pipeline. Une question fondamentale et délicate est celle des langues. En quelle langue enseigner? L'écrivain que je suis se voit souvent interpellé, généralement hors d'Afrique, en ces temps. Pourquoi n'écrivez-vous pas en africain ou en congolais? L'Afrique ne parle pas une seule langue, mais 2011. Seulement 14 d'entre elles jouissent d'un statut officiel. Parmi celles-ci, le français est officiel ou co-officiel dans
23 États, l'anglais dans 19, l'arabe dans 10, le portugais dans 5, l'afrikaans, le swahili et l'espagnol dans 2, si on y inclut les Canaries. Peu de langues autochtones du continent ont un statut officiel. À part l'arabe, citons le swahili au Kenya et en Tanzanie, l'amharique en Éthiopie, le créole aux Seychelles et à Maurice, le kinyarwanda au Rwanda et le kirundi au Burundi, le tigrina en Érythrée, le malgache à Madagascar, le sesotho au Lesotho, le somali en Somalie et le swati au Swaziland. Évidemment, ce statut d'officialité, sauf pour l'arabe classique, l'amharique et le tigrina, laisse de côté les nombreuses langues camito-sémitiques, variétés d'arabe et de berbère, langues couchitiques, chamites et tchadiennes, au nombre de 210. Face à cette mosaïque, à l'instar de l'OIA, qui, afin d'éviter d'ouvrir une boîte de Pandore de contestation sur la question des frontières, décidé de s'en tenir à celle héritée de la colonisation, un grand nombre d'États ont estimé plus sage de conserver la langue du colonisateur pour l'alphabétisation scolaire, ce qui m'a fait dire dans un texte antérieur que le français, l'anglais et le portugais étaient devenus des langues africaines. Pourtant, de nombreux pédagogues soutiennent et apportent la preuve que l'enfant, alphabétisé dans une langue autochtone, dans laquelle il s'exprime à la maison, apprend mieux par la suite les langues officielles de communication, français, anglais, portugais. Et c'est vrai, mais là aussi, il convient de faire preuve de souplesse et d'éviter la solution unique. Pour les pays du Maghreb et du Machrek, la question ne se pose pas. Non seulement l'arabe y est parlé depuis des siècles, mais il s'agit d'une langue écrite et non pas transcrite. Vous comprendrez que je ne m'aventure pas dans les nuances qu'il faudrait peut-être apporter du fait de l'existence d'arabes dialectaux et de l'existence de la mazir dans certains pays. La question est aussi plus simple pour l'amharique et le tigrina. En ce qui concerne les pays d'Afrique noire, un bon exemple de mariage entre la langue autochtone de Swahili et la langue officielle de communication nous est fourni par la Tanzanie. Depuis des décennies, les autorités de ce pays ont décidé de pratiquer l'enseignement en Swahili dans le cycle primaire. Toutefois, dès ce stade, l'anglais y est une matière obligatoire. Dans le secondaire, on inverse la donne. La langue d'enseignement devient l'anglais et le swahili une matière. C'est le même système qui est en vigueur au Rwanda et au Burundi, avec une initiation en kinyarwanda ou en kirundi, puis un passage au français ou à l'anglais dans le secondaire. Là où une langue nationale est dominante sur tout le territoire national, comme le Wolof au Sénégal ou le Sango en République centrafricaine, cet exemple pourrait être suivi. Mais là où les langues indigènes sont plus nombreuses, il faut laisser les autorités en dialogue avec les populations décider de la solution la plus adaptée. Ces humanités africaines sur lesquelles je me suis appesanti devraient toutefois être complétées afin de préparer l'élève à être compétitif dans le monde moderne par une formation précoce dans les domaines de l'économie et de l'environnement. Enfin, un accent plus poussé devrait être mis sur l'enseignement scientifique, ces disciplines qui constituent des composantes de l'humanisme moderne. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Madame la directrice des séances, honorables académiciens, Mesdames et Messieurs, je ne pense pas vous avoir appris grand-chose. J'ai rappelé un certain nombre de données bien connues. L'Afrique a été baptisée de ce nom hors du continent. L'idéologie panafricaine est également née hors du continent.
continent, mais par des esprits qui appartenaient à notre diaspora. Il s'agit aujourd'hui de faire une synthèse des apports extérieurs et de notre héritage endogène pour former, ou plutôt faire vivre des cultures ancrées dans le monde moderne. Le président Léopold Sédar Senghor, qui fut membre de votre auguste compagnie, aimait évoquer un rendez-vous du donner et du recevoir. C'était peut-être, avant la lettre, ce qu'on nomme aujourd'hui la mondialisation. Notre souhait à tous est, j'en suis convaincu, que l'Afrique ne se présente pas à cette rencontre la paume de la main tendue pour y mendier. Nous tendrons certes la main au reste du monde, mais avec dignité, et apporterons notre contribution pour, d'une part, être perçus différemment. Nous ne sommes plus ni l'Afrique porteuse de monstres, ni le cœur des ténèbres. Nous sommes porteurs de lumière. Nous sommes créateurs de modernité. J'ai parlé de vœux. Le temps est venu de passer à l'action. C'est, je crois, la raison d'être, l'une des raisons d'être de l'Académie du Royaume du Maroc. Je ne pense pas avoir apporté une contribution en ce sens, bien originale, mais rappeler une fois encore un certain nombre de données pour nourrir la flamme. Que retenir de cette longue dérive au gré d'une pensée plus vagabonde que rigoureuse? D'abord, que l'Afrique est une idée et une réalité. Une idée généreuse qui doit poursuivre son approfondissement et ne pas craindre de sortir des carcans rigides. La création, l'innovation, le renouvellement ne sont pas dans les autoroutes de la pensée, mais dans les chemins de traverse, dans la fantaisie de l'école buissonnière. En même temps, l'Afrique est une réalité mouvante, aussi insaisissable que le vif argent dans le creux de la main, une réalité vivante. Il y a une trentaine d'années, un débat qui souvent prenait la forme de polémique agitait la communauté internationale. Il s'agissait du concept d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Un compromis se fit autour d'une formule qui définissait ce paradigme comme, je cite, un processus évolutif et continu. Je pense que cette formule pourrait s'appliquer à l'Afrique en devenir. Elle doit être conçue comme une réalité mouvante, complexe, parce que vivante, et se situer à l'horizon de nos pensées unitaires comme un processus évolutif et continu. J'aurais dû vous conduire dans mon vagabondage avec plus de concision. Certains vous diront qu'il ne fallait pas s'attendre à moins de la part d'un Africain, surtout d'un Bantou. Par définition, un homme de l'oralité, un homme de la palabre, pour qui le temps n'a pas de prix. Erreur. Un adage du trésor patrimonial oral de mon pays recommande le contraire. Jeune homme, quand tu prends la parole, aie pitié de ceux qui t'écoutent. Je vous remercie d'avoir par votre écoute entraîné mon moment. شكرا للأستاذ أنري لوبيز على هذه المحاضرة الافتتاحية الملهمة والتي تعكس ومن موقعه كأديب وكمثقف تأملات فكرية حول التاريخ المعاصر لإفريقيا، طبعا انطلاقا من بعض الأحداث الخارجية والمعبرة، ومن انطلاقا من مؤسسات أو محاولة بناء مؤسسات لبناء الوحدة، والتي رسمت إلى حد ما معالم ما تعرفه إفريقيا اليوم. وليبرز يعني في العمق، ويمكن أن نقول في الأخير، أهمية الإنسانيات والفن والثقافة
تلك الثقافة التي تخلق وحدة الوعي الإفريقي. ونتمنى أن تكون دورة أكاديميتنا هذه المخصصة لإفريقيا كأفق للتفكير مساهمة في بناء وحدة الوعي الإفريقي والعمل من أجل إفريقيا كفكرة وكواقع كما قال. إذن أشكر كل الحاضرين يعني الكرام على حضورهم لهذه الجلسة الافتتاحية. ولنا موعد بعد وجبة الغداء في الساعة 22:20 لكي نستأنف أشغال الدورة بالجلسة الأولى حول لمحة في الإرث التاريخي برئاسة الأستاذ محمد كنبيب. ومرة أخرى أشكركم وأشكر جميع الحاضرين، ولنا موعد بعد 22 دقيقة.